Souhaiterais-tu arrêter de faire des erreurs sur ce qui compte vraiment pour toi? Souhaiterais-tu également arrêter de courir après de bonnes valeurs qui en réalité te rendent frustré, stressé et jamais satisfait? Alors c'est exactement ce que nous allons voir ici dans cette deuxième partie du résumé du livre L'art subtil de s'en foutre écrit par Mark Manson. On va s'attaquer à un point essentiel ici, ce sont les valeurs que tu choisis de vivre. Parce que tout part de là. On va voir pourquoi certaines valeurs te tirent vers le bas et pourquoi d'autres peuvent littéralement transformer ta vie. Succès, plaisir, popularité et si ce n'était pas les bons repères. Tu vas découvrir ici comment remplacer ces valeurs superficielles par des valeurs plus solides, plus honnêtes et surtout des valeurs plus utiles au quotidien qui vont t'amener vers les résultats que tu souhaites vraiment avoir. L'objectif ici, c'est d'arrêter de subir ta vie et commencer à faire les choix qui ont vraiment du sens pour toi. Allez, on résume ensemble la partie 2 du livre de Mark Manson. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des résumés du succès. Aujourd'hui, on continue avec le livre de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre, mais on passe ici à une étape encore plus importante. Et si vous n'avez pas écouté la première partie, bien je vous invite à le faire maintenant, si tu le souhaites, car elle est très intéressante également. Elle porte sur les 4 premiers chapitres. Là, ici, on va voir les 5 autres chapitres qui portent sur 5 valeurs fondamentales. Et ici, c'est une étape plus profonde parce que plus personnelle et surtout plus engageante, on va choisir nos valeurs. Parce que maintenant, il est temps de faire un choix, un vrai, et c'est le choix de tes valeurs. Pas celles qu'on t'a apprises, pas celles qu'on affiche sur les réseaux sociaux par exemple, mais celles qui vont réellement guider ta vie. Un passage que j'ai trouvé particulièrement puissant et que j'ai relu plusieurs fois. Et d'ailleurs, je le relirai plus tard parce que c'est vrai qu'il faut de temps en temps revenir sur nos propres valeurs et se poser des questions dessus. Et dans cette partie, donc les 5 repères essentiels. Des valeurs qui ne sont pas là pour te rassurer, mais pour te confronter à la réalité. Des valeurs qui vont te demander du courage, de l'honnêteté et surtout de la prise de responsabilité. Parce qu'au final, ta vie n'est rien d'autre que la somme de ce que tu décides d'accepter tous les jours, des petits choix que tu fais. Et c'est par ça qu'on va commencer d'ailleurs. Parce qu'on fait tout le temps des choix, des bons ou des mauvais, et c'est la prise de responsabilité de ces choix qui va compter. Parce qu'on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable toujours de la façon dont nous agissons, dont nous choisissons d'y réagir. Et ici, Marc, dans ce chapitre, il nous dit que choisir ses problèmes permet de se sentir puissant plutôt que d'être une victime. Et c'est bien vrai parce que si on subit nos problèmes, si quelqu'un les choisit pour nous, eh bien on ne pourra pas y faire face. Alors que si c'est un domaine de prédilection, un domaine que l'on maîtrise, eh bien on attendra même les problèmes avec impatience pour les surmonter, parce que ce sera motivant. On sera armé pour affronter les problèmes plus facilement. Je vais vous donner un exemple pour cette partie-là. Imagine que tu dois faire un marathon de 42 km avec quelqu'un qui te pointe une arme sur la tempe pour que tu le fasses, pour te forcer à le faire. Alors je pense que ce sera compliqué de ne pas le faire puisque tu seras obligé, mais tu n'auras pas choisi toi-même cet objectif. Et tu ne donneras pas le meilleur de toi-même pour obtenir les meilleurs résultats. Et la douleur physique sera aussi forte. Par contre, si tu choisis de t'entraîner tous les jours pendant 6 mois pour réussir ce marathon, tu te prépares tous les jours, tu fais tous les jours de l'entraînement pour y arriver. La différence sera énorme. Tu attendras ce jour du marathon avec impatience. Tu affronteras tes difficultés, tes fatigues, tes douleurs physiques. Tu pourras tout affronter, peu importe ce qui t'arrivera, et tu obtiendras sûrement des meilleurs résultats. Et en plus, tu pourras réussir parce que tu auras choisi cette difficulté, parce que tu t'es préparé, tu as visualisé ce qui pourrait arriver de pire. Tu maîtrises ce domaine, alors tu n'as pas peur. Et dans les 2 cas que l'on vient de voir ici, la souffrance physique est la même. Mais la perception change radicalement selon si le problème est choisi par toi,
alors si tu as choisi ce problème, tu te sens plus fort. Au contraire, si le problème est imposé par quelque chose d'externe, alors tu te sens comme une victime. Et pour illustrer davantage le pouvoir de la prise de responsabilité et de choix, Mark Manson, lui, il raconte la vie de William James, considéré comme le père de la psychologie américaine. William est né dans une famille aisée, mais accablé de maladies chroniques, mal de dos, problèmes de vue, difficultés à entendre même, ainsi que d'autres problèmes d'estomac. Il se considérait comme le raté de la famille, William, face à ses frères et ses sœurs brillants qui réussissaient tout dans leur vie. À tel point que William, il en est venu à la dépression même et jusqu'au bord du suicide. Mais finalement, il a bien réfléchi. Et avant de prendre une très mauvaise décision pour sa vie, il s'est laissé une dernière chance. Il a décidé de mener une expérience sur lui-même. Pendant 1 an, il ferait comme s'il était 100% responsable de tout ce qui lui arrivait dans sa vie. Les bons et surtout les mauvais moments qu'il allait vivre. Et quel a été le résultat au bout d'1 an ? Il était au bord du suicide au début. Mais cette prise de conscience a été sa renaissance. S'il ne pouvait pas contrôler son héritage, ce qu'il héritait de sa famille, son expérience ou ses malheurs passés, il pouvait contrôler là ses actions et ses interprétations d'aujourd'hui, du présent. Son estime de soi aussi a largement augmenté et surmonter les problèmes l'ont rendu beaucoup plus fort et même d'avoir des objectifs pour son futur. Il était une autre personne, loin derrière lui la dépression qui l'accablait. Et aujourd'hui, il se sent beaucoup plus maître de sa vie. Et ça, c'est le but de notre vie, c'est de la maîtriser. Ces problèmes ne disparaissent pas, mais il les gère mieux. Il devient plus proactif et moins une victime comme il l'était auparavant. Il développe même une forme de résilience mentale. Alors, avec cet exemple, on va voir ce qu'il nous apporte. Ce que nous dit cet exemple, c'est que l'on a en nous tout ce qu'il faut pour changer ce qui nous arrive. On a le choix de s'améliorer, on a le choix de changer sa vie, on a le choix de changer notre comportement, on a le choix de changer notre environnement, on a le choix de choisir nos résultats que l'on veut atteindre. Mais il ne tient qu'à nous de choisir ou non de changer nous-mêmes. Tout n'est pas fini tant qu'on est encore debout. Alors on doit se battre jusqu'au bout pour changer ce qui ne va pas. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, de tout ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Tu n'as pas toujours le contrôle sur ce qui t'arrive, mais tu as toujours le contrôle sur ta réaction vis-à-vis de ce qui t'arrive. Et ce choix peut transformer toute ta vie. On doit prendre le contrôle. Et Marc ici, il va opposer la faute, la mentalité de victime, à la responsabilité. C'est une distinction simple, mais très importante pour lui, et on va voir pourquoi. Parce que si tu penses à l'erreur que tu as faite, tu as raté un entretien d'embauche par exemple, si tu penses à la faute que tu as commise, ça veut dire que tu es tourné vers le passé, parce que l'entretien il est déjà passé. Alors que si tu te poses la question suivante, qui a causé le problème ? Comment se fait-il que j'ai commis cette erreur ? Alors, si tu te poses ce genre de questions, eh bien c'est que tu prends tes responsabilités et tu te tournes vers le présent et même vers le futur. Tu as eu un problème. Alors, ok, tu as fait cette erreur, très bien. Mais tu dois te poser la question suivante. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Le problème, c'est que beaucoup de gens restent bloqués sur la faute, sur l'erreur qu'ils ont commise et se retournent l'esprit sur cette erreur. Alors que les gens qui avancent se concentrent sur la responsabilité. Soit tu choisis d'ignorer un problème, ou soit tu prends ta responsabilité et tu affrontes ce problème. Mark Manson nous raconte son expérience sur le sujet, parce qu'il a été trompé dans une relation amoureuse. Il a ressenti de la trahison par la faute de son ex-petite amie, mais il a ressenti aussi de la douleur, ce qui lui a permis de se reconstruire face à ce problème, face à ce qu'il a subi, et il a donc pris ses responsabilités pour changer. Il a pris sa douleur comme quelque chose pour le rendre plus fort, pour continuer à avancer. Il n'est pas resté fixé sur la haine, sur la trahison. Il s'est focalisé sur ce qui pouvait changer, sa perception de l'événement qui s'est produit dans sa vie. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. On reste souvent bloqué sur notre ressentiment, sur la haine, sur la tristesse, sur la peur. On attend la réparation automatique d'un problème qui s'est produit.
Et Manson, lui, il a compris que l'on doit guérir. Et c'est un choix que l'on fait. Une décision délibérée. C'est prendre ses responsabilités. C'est pas un événement passif que l'on subit. Attendre que ça se résout tout seul, ça ne marche pas. Il faut prendre les devants, anticiper. Et selon Mark Manson, ce que l'on vient de voir, c'est comme le poker. Tu ne choisis pas ta famille, ton passé, tes difficultés. Et pour Mark Manson, tout ça, c'est l'équivalent à ta main de départ au poker. Et tu ne choisis pas donc ta famille, ton passé, tes difficultés, mais tu choisis comment tu joues, comment tu vis avec. Les risques que tu es prêt à prendre, ta stratégie pour avancer dans la vie. Et souvent, les meilleurs joueurs ne sont pas ceux qui ont les meilleures cartes en main dès le départ, mais ceux qui jouent le mieux avec ce qu'ils ont. Et même dans les situations extrêmes, que tu aies eu des traumatismes, des maladies, une injustice, rien de tout ça n'est de ta faute. Mais si tu veux t'en sortir, ta réaction reste ta responsabilité. Ce n'est pas juste souffrir, et on va souffrir dans la vie, c'est sûr, mais il vaut mieux se sentir responsable que se sentir comme une victime. Et c'est le piège de se sentir une victime. Et c'est le piège, la victime-attitude. Aujourd'hui, il est tentant de se dire, de se définir comme une victime, de chercher la validation et de chercher le soutien des autres, de dénoncer les autres sans agir. Il est même facile de s'énerver contre des injustices, contre l'environnement, contre la guerre, pour éviter de régler ses propres problèmes à nous-mêmes. Mais c'est dangereux tout ça. Et pourquoi c'est dangereux ? Parce que si on se sent comme une victime, ça nous donne l'illusion qu'on a raison. Ça nous donne envie d'éviter la responsabilité. Parce que tu n'as rien envie de changer. Tu vois que c'est les autres qui doivent changer et pas toi. Et ça, c'est le vrai problème. Éviter l'inconfort de ce changement. Par exemple, si tu es souvent malade, tu penses que tu dois subir parce que c'est comme ça. Tu es né comme ça, tu as toujours eu des maladies. Eh bien, au lieu de ça, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer cette situation ? Est-ce que tu dois voir de meilleurs médecins ? Est-ce que tu dois faire plus de sport ? Est-ce que tu dois manger plus sainement ? Est-ce que tu dois perdre du poids peut-être ? Ou encore, est-ce que tu dois porter un masque lors des sorties où il y a beaucoup de monde ? Ou encore, imagine quelqu'un dans une relation qui le rend malheureux. Il se sent rabaissé par cette relation, il se plaint souvent à ses amis, il dit qu'il mérite mieux, que cette personne lui fait du mal. Et là encore, c'est peut-être totalement vrai, c'est possible, mais c'est dangereux. Parce que ça donne l'illusion qu'il est une victime et qu'il a raison. Et qu'il ne prend pas ses responsabilités surtout. Parce que si tu ne prends pas tes responsabilités, tu acceptes que c'est toi qui dois changer, que tu as la possibilité de changer. Ça veut dire que tu veux rester dans cette situation toute ta vie. Résultat, la situation continue. Et souvent même, la situation empire. Mais tu dois changer. Et au fond, le changement, c'est simple. Il suffit de choisir de valoriser autre chose que la situation actuelle. Il s'agit de voir plus loin, de voir ce que l'on peut apprendre de bon, de ce que l'on a subi, et choisir de changer plutôt que de stagner, rester dans cette situation qui n'est pas la plus favorable pour toi. Mais ce n'est pas facile, parce que ça implique de se sentir seul, de se sentir nul au début, de perdre certaines relations même, de se sentir mal. On a même l'impression de se mentir à nous-mêmes en disant que c'est possible, alors que la situation ne s'y apprête pas. Et beaucoup de gens préfèrent rester dans leurs anciens schémas, plutôt que d'affronter l'inconfort. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours ta réponse vis-à-vis de ce qui t'arrive. On doit prendre nos responsabilités. C'est le premier point essentiel que l'on a vu ici. On doit se rendre compte que notre croissance et notre amélioration personnelle dépend entièrement du fait que nous nous reconnaissions responsables à 100% de notre vie. Et ça, c'est super important. Je veux que tu retiennes ça ici. Je crois que c'est la règle de toute une vie. On doit être responsable 100% de nos actes qui nous arrivent tous les jours. Même si cela semble évident ou simple, c'est la clé du changement. Nous pouvons décider de blâmer les autres, la vie ou notre situation personnelle. Je suis né dans une famille pauvre, je vis dans un pays sans opportunité, alors c'est normal que je n'y arrive pas. Ces commentaires, ils sont vraiment négatifs. Et ils ne font que transférer ta responsabilité aux autres, au gouvernement, aux parents ou à nos enfants. Et en faisant ça, on perd notre pouvoir d'action. La réalité change
quand on comprend que les événements arrivent tout simplement et qu'on est responsable de la manière dont on décide de nous sentir à leur sujet. Ce n'est pas parce qu'on a reçu une mauvaise vie, une mauvaise main de départ au poker, que l'on n'est pas responsable de la façon dont on joue nos cartes. Les meilleurs joueurs ne sont pas seulement chanceux, ils apprennent à mieux jouer parce qu'ils se sentent responsables de leur progression. Alors, considère-toi responsable de ta propre progression. Personne d'autre ne va t'aider. Parce que ton bonheur, au final, ne dépend pas ni de ton partenaire, ni de ta famille. Le bonheur dépend à 100% de toi. C'est toi qui choisis d'être heureux. Et maintenant, on va passer au chapitre 6, à la deuxième valeur ici. C'est qu'on doit être humble. On doit se dire que l'on a faux sur toute la route. Ce que l'on va voir ici, c'est l'humilité pour se remettre en question. Alors, pendant des siècles et des siècles, l'humanité a cru des choses totalement fausses. On a cru que la Terre était au centre de l'univers. On a cru que la Terre était même plate, que le soleil tournait autour de la Terre, que les maladies se soignaient avec des saignées dans le corps. Certaines croyances semblaient évidentes jusqu'à ce qu'on les remette en question. Et à chaque époque, les gens étaient convaincus d'avoir raison. Mark Manson va casser une illusion du développement personnel. Souvent, on dit que le développement personnel permet de nous rendre compte qu'avant on avait tort et que maintenant on a changé, que l'on a compris, que l'on est dans le vrai, qu'on progresse vraiment, qu'il y a une technique unique pour s'améliorer. Et Mark Manson ici nous dit que tout ça c'est faux. Parce que le développement personnel c'est comme une discipline scientifique dont nous sommes les cobayes. Toutes les décisions que nous prenons, comportements, actions, réactions, émotions, peuvent être testées et changées à l'infini. Il n'y a pas une seule vérité absolue. Tu ne peux jamais tout comprendre parfaitement et avoir toujours raison. C'est faux. Tu es toujours limité par ton expérience, ton vécu, tes croyances. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau simplifie la réalité. Ton point de vue est toujours partiel, il n'est jamais complet. Par exemple, imagine quelqu'un qui est en couple depuis des années. Au début, ils sont convaincus qu'une relation réussie, c'est éviter les problèmes. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils évitent les discussions difficiles. Ils gardent leur frustration pour ne pas gêner l'autre. Ils font des compromis silencieux. Et quel est le résultat ? Eh bien, c'est une relation qui est calme, mais de plus en plus frustrante, distante, moins de communication, moins d'échanges. Et puis un jour, la relation commence à se tendre et même casse. Et alors, au bout d'un moment, au bout de quelques années, ils découvrent alors une autre vision. Ils commencent à lire des livres sur le sujet pour comprendre ce qui s'est passé. Thérapie de couple, lecture, expérience. Ils se rendent compte qu'une relation saine, au final, ce n'est pas éviter les conflits. C'est savoir les gérer, savoir les affronter, savoir les communiquer, savoir échanger sur les problèmes pour les résoudre tous les jours, se dire les choses tous les jours. Et là, ils apprennent à exprimer leurs problèmes, à écouter sans attaquer les autres, à accepter les désaccords. Et ce qu'ils réalisent au final, ils pensaient avoir tout compris, ils pensaient tout maîtriser, ils pensaient que leur relation était parfaite, alors qu'en réalité, ils avaient une croyance, mais incomplète, pas forcément fausse. Ils n'avaient pas tous les éléments. Et même maintenant, il n'y a pas de vérité absolue, juste une version moins fausse de la réalité. C'est ça que veut nous dire Mark Manson ici. Que la vérité totale est inaccessible. Même dans ton domaine de prédilection dans lequel tu travailles depuis des années, ton expérience est précieuse, mais limitée par ton point de vue et ton cadre habituel. L'humilité est la curiosité. Donc on doit rester curieux et être proactif, chercher toujours des solutions, à remettre en question nos connaissances, pas pour trouver la réponse absolue, mais pour essayer de trouver une réponse plus appropriée à chaque problème que l'on affronte dans notre quotidien. Le vrai danger, ce n'est pas de se tromper, c'est de croire qu'on ne se trompe plus. Quand tu penses que tu as compris comment fonctionne la vie, que tu maîtrises ton domaine, que tu dis « moi je sais tout, c'est pas la peine de m'expliquer », eh bien le problème c'est que tu arrêtes de remettre en question toutes les possibilités. Tu arrêtes de progresser du coup, puisque tu n'es plus curieux, tu te poses plus de questions. Alors qu'on doit toujours se remettre en question, même sur nos certitudes les plus profondes. C'est super important, car c'est comme ça que l'on apprend.
Et la clé, selon Mark Manson ici, c'est qu'on doit donc accepter que nos idées actuelles sont probablement imparfaites. Pas pour nous rabaisser, mais pour rester ouverts. Parce que ça nous permet d'apprendre plus vite, de corriger nos erreurs et de ne pas arrêter de progresser. C'est en quelque sorte une nouvelle façon de voir la vie. Au lieu de chercher la bonne réponse, on va chercher une meilleure réponse que la précédente. C'est une logique d'amélioration continue. Parce qu'on n'atteindra jamais une vérité parfaite, mais on peut toujours nous rapprocher d'une compréhension plus juste de la réalité. Et surtout, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que grandir, ce n'est pas devenir quelqu'un qui a raison, c'est devenir quelqu'un qui est capable de reconnaître quand il a tort. Et ça, c'est fondamental. Ce que tu dois retenir aussi, c'est que tes certitudes d'aujourd'hui seront tes erreurs de demain. Que le progrès, c'est corriger constamment les erreurs que nous aurons. Être humble, c'est une condition parfaite pour évoluer, progresser dans tous les domaines de notre vie. Et Mark Manson va plus loin dans l'humilité. Il approfondit le sujet avec une expérience qu'il a réalisée concernant le cerveau, qui selon l'auteur, c'est une machine à fabriquer du sens. Et souvent, du faux sens. Mark Manson, il s'appuie sur une expérience où des sujets, des personnes, doivent gagner des points en appuyant sur des boutons. Mais aucune de ces personnes ne sait comment gagner des points. Ils voient leur score augmenter, mais ne savent pas quelle combinaison permet de gagner des points. Bien que les points soient distribués de manière aléatoire et sans schéma ou combinaison possible pour gagner des points, les participants inventent des séquences complexes et absurdes. Se tenir sur un pied, taper le plafond, en étant persuadés d'avoir trouvé la règle. Mais aucun d'entre eux ne pouvait pourtant trouver la séquence parfaite, puisqu'il n'y en avait aucune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le problème, c'est que notre esprit crée constamment des associations pour contrôler son environnement. Mais il est imparfait, il est même faux. Et c'est bien là notre problème. On ne remet pas assez en question nos croyances, nos idées. On est un peu borné de base. Et c'est pourquoi, souvent, on est bloqué sans progresser. Alors l'idée ici, c'est de reconnaître constamment que l'on n'a pas forcément raison ou tort, en permanence, mais qu'il peut y avoir des ambiguïtés que l'on ne maîtrise pas. Parce que la conséquence, quand une croyance est établie à l'intérieur de nous, eh bien notre cerveau s'y accroche et ignore les preuves du contraire. C'est pour ça que souvent on refuse d'accepter une opinion des autres. Parce que notre cerveau, il est bloqué. On doit prendre conscience de ça si on veut progresser dans notre vie. Parce que l'incertitude est la base de la progression. Qui croit tout savoir n'apprend rien de plus. Et Mark Manson amène donc une nouvelle loi ici, c'est la loi de l'évitement. On a déjà récemment abordé la loi de Parkinson, qui dit que tout travail tend à se dilater pour occuper tout le temps qui lui est imparti. Ou encore on a vu la loi de Murphy qui nous dit que tout ce qui pourrait mal tourner finit effectivement par mal tourner. Et ici, Mark Manson il vient ajouter sa propre loi, c'est la loi de l'évitement, qui nous dit que plus quelque chose met en danger notre identité, plus on s'efforce de l'éviter. Plus précisément, cette loi veut dire que plus quelque chose menace de modifier ton image, l'appréciation que tu as de toi-même, qu'elle soit positive ou négative, que tu t'estimes ou pas à la hauteur de tes aspirations, par exemple, plus tu cherches à contourner quelque chose. On évite toujours les opportunités, même si elles sont positives, si elles menacent notre image que nous avons de nous-mêmes. Par exemple, un artiste qui ne publie plus rien pour ne pas risquer de perdre son identité. Par exemple, tu ne veux pas décevoir tes potes parce que tu n'aimes pas le film que vous voulez aller voir au cinéma samedi prochain. Alors tu y vas quand même. Pourquoi ? Parce que tu as peur de les décevoir. Parce que tu es quelqu'un qui souvent accepte toujours tout ce qu'on lui propose. Et là, tu n'as pas envie de voir ce film et pourtant tu y vas quand même. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas envie de perdre ton identité, qui est celle de quelqu'un de fiable. Et souvent, on a beaucoup d'opportunités comme ça, que l'on se refuse catégoriquement de saisir parce qu'elles menacent notre identité, notre regard sur nous-mêmes, par peur de perdre nos valeurs vis-à-vis des autres. J'ai toujours retardé le moment
où j'allais me mettre en ligne ma première vidéo sur YouTube. Des mois et même des années que j'y pensais. J'ai même créé plusieurs chaînes YouTube avant, mais j'ai jamais publié quoi que ce soit. Je me remettais toujours en question sur mes valeurs. Je ne suis pas comme ça, ou je me disais encore que ce n'était pas parfait. Que vont dire mes proches encore? J'ai honte de parler seul devant un micro. C'était encore des idées, des préjugés comme ça que je me faisais. Et si un jour, je ne m'étais pas remis en question sur ça, sur mes pensées limitantes, sur mes croyances qui me bloquaient, probablement qu'aucun de ces podcasts ne serait venu à tes oreilles aujourd'hui. J'avais mes propres valeurs et il fallait que je les change. Je ne devais pas rester rigide comme je l'étais. Et beaucoup de personnes comme moi ne se lancent jamais, parce qu'ils pensent à leurs valeurs. Et c'est bien d'avoir des valeurs, mais on peut en ajouter d'autres, ou on peut les changer. Un conseil que je te donne ici, c'est qu'on ne doit pas essayer de trouver, de nous construire, de se construire de A à Z, de se définir quelqu'un de parfait de A à Z. Se définir de manière rigide, en fait, va nous bloquer. Il va nous fermer des opportunités. Il faut qu'on reste flexible et ouvert d'esprit face aux opportunités qui se prononcent, qui s'offrent devant nous. Parce que souvent, on a des repères, des convictions. Et on s'accroche à ces convictions tant bien que mal. On les protège quoi qu'il arrive. On s'efforce même de s'y conformer, de rester dans cette position parce que l'on est dans notre zone de confort. Parce qu'on ne connaît que ça. On a toujours vécu comme ça. Ça marche. Pourquoi aller chercher autre chose? Et ça, c'est vrai. Au début, on se dit ça. Pourquoi changer? Ça ne sert à rien si je suis bien aujourd'hui. Parce que la zone de confort ne nous fait pas avancer, ne nous fait pas progresser. Elle nous fait stagner et même reculer. Alors ne cherche pas à te trouver toi-même. N'essaie à aucun moment de savoir qui tu es. Parce que c'est bien, c'est précisément cette partie inexplorée de toi qui te rend authentique, qui te rend humble face aux différences, face aux problèmes que tu vas rencontrer. Plus ton identité que tu choisis est singulière. Si tu cherches à être une victime, si tu cherches à être un génie, si tu cherches à être une star du rock, par exemple, et bien plus tu cherches une identité comme ça, plus tu vas te sentir menacé. Et Mark Manson, il nous conseille ici de se définir de la manière la plus ordinaire possible. Je suis un étudiant, je suis un partenaire, je suis un ami, je suis un mari. Il faut se définir comme quelqu'un de simple, parce que ça va te permettre d'agir et de te tromper sans que ce soit un drame pour la société, par exemple. Et pour t'aider, pour nous aider, Mark Manson il propose de se remettre en question. Il va nous proposer 3 questions clés. La première question est si j'ai tort. Le simple fait de se demander que si on a tort va nous apporter de l'humilité. La deuxième question, qu'est-ce que ça voudrait dire si j'avais tort? Quel serait le problème? C'est souvent la réponse à cette question qui nous fait peur, car elle nous fait nous remettre en cause nos valeurs. Et la troisième question, le fait d'avoir tort, de m'être trompé, est-ce que ça va créer un problème meilleur ou pire que mon problème actuel? Et le but ici, c'est de choisir le meilleur problème, celui qui favorise des relations saines et honnêtes, authentiques. Parce que l'incertitude, c'est une valeur qui repose sur le fait de ne pas accepter ce que nous pensons aujourd'hui comme une vérité absolue. Par le passé, les gens étaient certains que la Terre était plate ou que les femmes devaient pas voter. Et ces idées ont changé parce que des personnes ont osé remettre en question ces certitudes. Pour qu'il y ait un changement dans ta vie, il faut que tu reconnaisses que tu as peut-être fait une erreur. Il faut que tu doutes de tout ce qui se passe autour de toi, de ce que tu lis dans les livres, de ce que tu entends dans un podcast, par exemple, comme dans celui-ci, et même des conseils de tes parents. Bien sûr, nos parents ne nous veulent pas forcément du mal, mais leur vision est limitée par ce qu'ils savent, par leur expérience. Tu dois te poser des questions s'ils ont raison ou tort. Tu dois t'armer d'incertitude qui va te permettre de grandir, de développer ton intuition. Et Manson, il propose donc ces 3 questions. Et si tu te trompais? Deuxième question, qu'est-ce que cela signifierait si tu avais tort? Et si tu t'es trompé, est-ce que tu es en train de créer un problème pire ou moins pire pour toi ou pour les autres? Douter de toi n'est pas une mauvaise chose. C'est ce qui va te permettre d'être plus sélectif, judicieux dans tes pensées. Tu vas structurer tes pensées et penser proactif pour progresser.
L'échec est une étape indispensable vers la réussite, selon Mark Manson. Celui qui réussit est souvent celui qui s'est planté le plus de fois. Et Mark Manson, ici, va introduire le principe de faire d'abord quelque chose. Parce que l'action n'est pas seulement l'effet de la motivation. Elle en est aussi la cause. Commence par l'action et la motivation arrivera. On le dit souvent dans ce podcast, mais sans action, il n'y a pas de motivation, donc pas de résultat non plus. Si tu passes à l'action, tu auras des échecs. Et Mark Manson ici, il nous dit que les échecs sont essentiels pour progresser. Et Mark Manson, il avait, dans son expérience, dans sa vie, il avait obtenu un diplôme en 2007 en pleine crise financière. Il n'avait pas d'argent, pas d'économie, il n'avait pas d'abri non plus, il dormait même sur le canapé d'un ami et il enchaînait les petits boulots pour pouvoir s'en sortir. Et il considère cette partie de sa vie comme quelque chose qui lui a donné de la chance. C'était une chance d'avoir tout perdu, de n'avoir rien. Pourquoi il considérait ça comme une chance ? Parce que pour lui, le fait d'avoir déjà tout perdu lui a donné la liberté de prendre des risques, comme de lancer une activité sur Internet par exemple, car il n'avait plus rien à perdre. C'est ce qui l'a boosté pour avancer malgré les contraintes qu'il avait. Et Marc nous dit ici que le degré de réussite que l'on a est directement proportionnel au nombre de fois où l'on s'est trompé. Plus tu te trompes, plus tu te rapproches du succès selon lui. Et il donne aussi un exemple, une anecdote de Picasso. Picasso était dans un restaurant en train d'écrire sur une serviette et une femme lui demande s'il pouvait lui donner ce gribouillage qu'il avait fait sur une serviette en 2 minutes, là, rapidement. Et Picasso, lui, il ne veut pas le faire gratuitement. Il ne veut pas lui donner gratuitement. Il lui demande 20 000 $. Alors la femme, elle était choquée, mais Picasso lui explique qu'il ne lui a pas fallu seulement 2 minutes pour y arriver, mais 60 ans pour être capable de dessiner ce gribouillage. Là, ici, il ne lui vend pas son dessin, il lui vend toute son expérience, sa quantité d'échecs qu'il a subis pour en arriver à dessiner comme ça. Il vend son expertise ici. Donc, ce qu'on peut résumer ici, c'est que notre expertise est proportionnelle à ce que l'on propose. Plus tes échecs surmontés sont élevés, plus ton expertise sera grande et plus le prix à payer sera cher. On doit apprendre par l'erreur. Tout comme un enfant qui tombe, tu te souviens quand tu étais petit ou peut-être pas, des centaines de fois tu es tombé avant de savoir marcher. Ce qui veut dire qu'on ne peut réussir que là où nous sommes prêts à échouer. Donc ici, comme Picasso, il faut que l'on choisisse un domaine où l'on est prêt à subir des échecs, où les échecs sont choisis et où tu as envie de surmonter ces échecs, quoi qu'il arrive. Comme quand nous étions enfants, que nous voulions marcher, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est ça la réussite, c'est tout faire pour y arriver, accepter tous les échecs comme un apprentissage. Alors on doit passer à l'action pour subir des échecs rapidement et progresser. Si tu dois retenir ici quelque chose, c'est que refuser l'échec, c'est refuser de réussir et de t'améliorer. Et Manson explique également que la peur de l'échec provient souvent du choix de mauvais critères de mesure. Les objectifs extérieurs, par exemple, acheter une maison, perdre du poids, sont limités dans le temps et cessent de générer du bonheur une fois qu'ils sont atteints. Les valeurs de processus aussi, il oppose aussi les valeurs de processus. S'exprimer sincèrement, comme Picasso, sont une opération continue qui offre des occasions de progresser tous les jours. Les objectifs extérieurs sont rarement des motivations. Tu dois bien choisir tes objectifs. Parce que les objectifs extérieurs ne sont pas des facteurs de réussite. C'est plutôt les processus de transformation qui vont nous motiver à avancer et non pas des objectifs avec un résultat unique. Puisque notre transformation sur le chemin vers notre objectif sera bien plus importante que le résultat que l'on obtiendra. On pense toujours que l'inspiration mène à la motivation, qui mène à l'action, alors que Mark Manson il affirme que le cycle fonctionne dans tous les sens. Il dit que l'action amène l'inspiration, la motivation, et que la motivation amène l'action, l'inspiration, la motivation, et ainsi de suite. Donc Mark Manson, il nous conseille dans ce chapitre-là de s'obliger à accomplir une tâche minime, même de mauvaise qualité, pour enclencher le processus que l'on vient de voir. Par exemple, si tu n'as envie de rien faire, que tu as la flemme, eh bien commence par faire quelque chose de petit. Ainsi, l'action
amène à l'inspiration, puis à la motivation. Et à partir du moment où on se rend compte que le vrai critère de la réussite devient simplement de passer à l'action, même l'échec nous fait avancer. Le progrès et la croissance passent nécessairement par l'échec. Donc, fais une action même petite, et si tu te trompes, c'est que tu dois apprendre. Et si on veut réussir, on doit accepter que l'on va tomber plusieurs fois. L'échec fait partie intégrante de notre vie. L'action va générer de l'inspiration, qui génère de la motivation, qui génère à son tour une nouvelle action, qui génère de l'échec, et l'échec génère l'action. Alors on ne doit pas attendre d'être inspiré, d'être motivé pour avancer. On doit passer à l'action de suite. Le simple fait de faire quelque chose nous donnera l'élan nécessaire pour continuer à progresser. Maintenant, on passe au chapitre 8. Et c'est l'importance de dire non. Pour donner du sens à sa vie, il faut savoir rejeter ce qui ne correspond pas à nos valeurs. Et Manson, il aborde ici l'importance de nos limites dans les relations et explique l'engagement profond dans une seule voie. Être orienté vers un seul objectif va nous apporter plus de liberté que la poursuite de plusieurs objectifs en même temps. Et l'auteur ici commence par raconter ses 5 années de nomade numérique durant lesquelles il a visité plus de 50 pays. Il a fini par réaliser que la liberté absolue, sans attache ni engagement, n'avait pas de sens en elle-même. Pour donner du sens à sa vie, il en conclut qu'il faut accepter de restreindre sa liberté en choisissant une voie, une seule voie, qu'elle soit géographique, professionnelle ou amoureuse, et rejeter toutes les autres possibilités. Le bonheur pour Mark Manson se trouve dans la profondeur de l'expérience et non dans l'accumulation de choses superficielles. Dans nos cultures, on a tendance à dire oui à tout ce qui se passe devant nous, par politesse, pas pour ne pas blesser la sensibilité des autres. Le problème, c'est que si on fait ça, on est hypocrite. Et en quelque sorte, on détruit notre confiance. Si on dit oui à tout, notre opinion perd de sa valeur. Pour croire en quelque chose, pour défendre une valeur, par exemple X, on doit nécessairement rejeter tout ce qui n'est pas notre valeur. Dire non va nous permettre de nous concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est l'essence même de l'honnêteté envers soi-même. On doit dire non à ce qui ne nous intéresse pas, pour garder nos valeurs. Parce que si on dit non, parfois on va se sentir rejeté, jugé par les autres. On va avoir peur d'être écarté du troupeau. Sauf que si on n'a pas de valeur, on n'est pas unique, on n'est pas authentique. Et c'est ça que veut nous dire Manson ici. C'est qu'on doit être unique, garder nos propres valeurs, être soi-même. Le rejet est inconfortable au début, bien sûr, mais il est vital pour vivre une vie alignée avec nos propres objectifs. On passe maintenant au chapitre 9, et le livre se termine sur la méditation de notre propre mort. Il nous dit que c'est en acceptant notre fin que nous pouvons relativiser sur nos peurs, nos futilités, pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, et sur l'empreinte que nous souhaitons laisser sur notre monde. Et le chapitre 9, il s'intitule « Et puis tu meurs ». Et dans ce chapitre, Mark Manson, il explore des thèmes suivants. Et l'auteur raconte un événement qui l'a traumatisé toute sa vie. À ses 19 ans, il perd son ami, Josh, qui s'est noyé après avoir sauté d'une falaise lors d'une soirée au bord de lac au Texas. Les dernières paroles de Josh étaient les suivantes. « Cherche ta vérité, et c'est là que nous nous rencontrerons. » Et ces paroles, eh bien, elles ont hanté toute la vie de Manson pendant sa dépression qu'il a vécue. Cette tragédie a été le point de départ de sa métamorphose, il s'est transformé à partir de là. Il a réalisé que la mort était inévitable et que la vie est courte. Et à partir de ce moment-là, il a cessé de fuir l'inconfort et la peur. Alors il a arrêté la drogue, les jeux vidéo, pour s'investir sérieusement dans ses études et sa santé, et réellement il a réussi. Puisqu'aujourd'hui son livre est l'un des plus vendus, avec des millions et des millions de ventes. Il a même écrit d'autres livres que nous résumerons sûrement ensemble sur ce podcast. Et Manson, il nous parle également ici des travaux d'Ernest Becker. C'est un auteur de The Denial of Death. Becker soutient que l'être humain est le seul animal capable d'être conscient que sa mort est inévitable, ce qui va générer une peur de la mort, qui provient de toutes nos pensées.
Et pour compenser cette peur que l'on a, on crée deux personnes. On crée notre personne physique qui mange, qui dort et qui finit par mourir au final. Et on crée le moi conceptuel qu'il appelle dans le livre. C'est notre identité, l'image que nous laissons derrière nous. Et pour que notre moi conceptuel survive à notre disparition physique, nous nous lançons dans des projets que l'on pourrait dire des projets d'immortalité. Ce que je veux dire ici, c'est des projets qui pourraient encore vivre après notre mort. Ça peut être l'art, la religion, la politique, la richesse ou le fait simple d'avoir des enfants pour transmettre notre expérience. Et Becker, il affirme que toute la civilisation humaine est le résultat de ces projets, mais que les guerres et l'oppression surviennent lorsque les projets d'immortalité d'un groupe entrent en conflit avec ceux d'un autre. Et ça, c'est intéressant, parce que Mark Manson, il dit qu'il faut s'en foutre complètement. Il faut accepter notre propre mort pour ne plus être l'otage de cette quête infinie d'immortalité. On cherche toujours des projets plus grands que nous. Souvent, on recherche le succès, à être reconnu même après notre mort pour ce que l'on fait, et souvent, on recherche toute notre vie sans rien trouver. Et Mark Manson, il nous dit ici qu'il ne faut pas s'en faire, qu'il ne faut pas se mettre la pression, mais seulement faire les choses justes pour arriver à cet objectif. Et la mort donne du sens à la vie. Sans elle, nos valeurs, nos expériences ne pèseraient rien du tout. Et face à la mort inévitable, les soucis du quotidien, l'argent, la gloire, avoir raison, ça devient insignifiant au final. Le bonheur authentique se trouve dans le fait de s'investir dans quelque chose qui nous dépasse, en choisissant des valeurs qui vont au-delà de notre simple service et de notre égocentrisme. Il faut aller au-delà de ça. Nous sommes déjà exceptionnels par le fait simple d'être nés et d'avoir eu la chance de vivre avant de mourir. On doit accepter la mort parce que cela va nous permettre de vivre pleinement, l'instant présent, tous les jours, de profiter chaque jour de notre vie sans être paralysé par les choses qui ne servent à rien au final. C'est la valeur ultime, prendre connaissance de notre propre mort. Ça paraît simple, mais souvent on évite de s'en rendre compte. Parce que dans notre société actuelle, la mort, c'est un tabou. On n'en parle pas. On n'échange jamais dessus. C'est une source de peur que l'on évite d'évoquer même avec notre entourage. Pourtant, le problème, c'est que si on n'y pense pas, ça va nous créer de l'anxiété. Et tout ça, ça va influencer nos actions. Et l'auteur, il parle donc de ces projets d'immortalité, comme on vient de le voir, parce que beaucoup de gens passent toute leur vie à se concentrer sur leur héritage après leur mort, sur ces projets d'immortalité, au lieu de vivre dans le présent. Alors ce que je te propose ici, c'est que plutôt que de t'inquiéter de la façon dont on se souviendra de toi dans 20 ans, je te propose de vivre à 100% maintenant. Parce que le plus beau projet d'immortalité, c'est de laisser un souvenir vivant et vibrant à ceux qu'on aime, en ayant été pleinement présent avec eux pour les aider, pour les aimer tous les jours. Alors on doit se concentrer, se remettre dans le moment présent. Car le moment présent, il est irremplaçable. Le temps que l'on a maintenant est du passé. Il est perdu. Alors autant le vivre à fond. Allez, maintenant je te propose un petit passage à l'action pour toi, pour que tu puisses commencer à mettre en pratique un peu dans ton quotidien, ce que l'on vient de voir ici. La première étape de ce plan d'action, c'est de prendre une feuille et de faire le tri dans tes préoccupations. Ici, tu vas noter tout ce qui te stresse en ce moment. Tu vas te poser une seule question. Est-ce que ce stress que je subis, est-ce que mes préoccupations méritent vraiment mon énergie et que je m'y concentre dessus ? Si ce n'est pas le cas, alors supprime ce qui n'est pas important. Deuxième étape ici, tu vas prendre une feuille également et tu vas choisir tes 2 ou 3 combats que tu veux pour ta vie, que tu veux combattre. Tu ne peux pas tout gérer. Alors tu dois choisir ce qui compte vraiment pour toi. Un combat pour la famille, un combat pour la santé, un combat pour un projet particulier ou un combat pour la liberté par exemple. Et le reste devient secondaire, ne sert à rien.
Si ce n'est pas dans tes valeurs, pourquoi garder quelque chose qui ne te correspond pas? La troisième étape, c'est accepter un inconfort volontaire. Tu vas te dire que chaque jour, tu vas peut-être écrire des règles pour chaque jour, pour te dire que tu dois faire quelque chose que tu évites au moins une fois. Une discussion difficile que tu veux faire et que tu évites depuis longtemps. Une décision que tu repousses depuis des années. Ou une action inconfortable que tu as peur de faire, par peur d'être jugé, par peur d'échouer. Ce que tu dois faire tous les jours, c'est affronter des problèmes, parce que c'est là que tu vas progresser. La quatrième étape, c'est remplacer tes fausses valeurs. Parce que souvent, on court après la validation, après le plaisir immédiat, après la réussite superficielle, après des objets de notre quotidien que l'on achète, mais qui ne servent à rien. Alors, arrête de courir. Après tout ça, après la validation, le plaisir et les choses superficielles. Et remplace ces valeurs par des valeurs de responsabilité, d'honnêteté, d'authenticité, de progression. C'est ces vraies valeurs qu'il te faut. Alors commence à changer tes valeurs superficielles par des valeurs qui ont du sens pour ta vie. Et la cinquième et dernière étape, c'est que tu dois prendre tes responsabilités, assumer tes choix à 100%. Tu dois éviter les excuses. Parce que ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de tes choix. Ça veut dire quelque chose. Une seule chose. Tu peux décider autrement. Tu peux choisir de vivre la vie que tu veux maintenant. Ce n'est pas compliqué tout ça. Mais ce n'est pas facile non plus. Tu dois faire moins. Tu dois choisir mieux. Et tu dois t'engager à 100% dans les projets qui te tiennent à cœur. Et aussi, tu dois vivre le moment présent à 100% et pas penser à dans 50 ans. Parce qu'au final, ta vie dépend de ce que tu décides d'ignorer dans ta vie. Et ta vie dépend de la responsabilité que tu prends tous les jours. Donc ce que l'on a vu ici, dans ce livre, c'est que pour aller mieux, tu ne dois pas chercher à tout contrôler. Tu dois choisir uniquement ce qui mérite vraiment ton attention. Dans L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, il nous montre une seule chose essentielle. Tout repose sur tes choix et tes valeurs. Tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que tu te bats pour les bonnes choses? Est-ce que tes valeurs t'aident ou tes valeurs te détruisent? Parce que si tu choisis mal ce qui compte pour toi, tu passeras toute ta vie à courir après quelque chose qui ne te satisfera jamais. Ensuite, tu dois comprendre une chose clé. La vie est faite de problèmes. Mais ce qui change tout, c'est que tu as la capacité de choisir les problèmes que tu souhaites affronter. Tu peux choisir les bons problèmes et éviter les mauvais. Et avec cette approche, tu peux arrêter de fuir l'inconfort. Tu peux abandonner les illusions de la perfection. Tu peux construire une vie simple, authentique et plus vraie. Et ça, c'est un changement profond. Mais on doit être clair ici, c'est que ça demande beaucoup de responsabilité. Ça demande de l'honnêteté envers toi-même, de te dire les choses vraies à tout moment. Et surtout, ça demande d'accepter tes limites, tes croyances limitantes. Tu dois arrêter de vouloir impressionner, tu dois arrêter de chercher la validation et tu dois vivre selon tes propres règles. Ce sont des choix que tu prends et ces choix que tu prends vont tout changer. Même si aujourd'hui tu te sens encore perdu, si tu redéfinis ce qui compte vraiment pour toi, si tu assumes, si tu commences à assumer tes décisions et surtout si tu passes à l'action dans ton quotidien, alors je te garantis que tu peux transformer ta vie en profondeur. Parce que ceux qui sont épanouis ne sont pas parfaits. Il faut arrêter de se dire ça. Ils ont simplement appris à s'en foutre, à éviter les choses qui ne servent à rien. Alors j'espère que ce résumé t'a apporté de la valeur. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et surtout ce que tu vas appliquer dès maintenant. Je t'invite également à t'abonner, à laisser un j'aime si ce podcast t'a apporté de la valeur. Allez, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.